Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous suivre sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres. L'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika domine toujours l'actualité algérienne. Il serait officiellement en bonne santé, mais après la censure de 2 journaux, la population s'interroge davantage. 30 ans depuis l'avancée scientifique, depuis la découverte du virus de sida. Les malades vivent désormais beaucoup mieux s'ils ont accès à un traitement adapté, mais les efforts restent nombreux. Abdelaziz Bouteflika est donc en bonne santé officiellement, mais les rumeurs se font de plus en plus nombreuses dans la presse et l'interdiction de parution concernant 2 journaux les alimente. Mais le directeur de publication Hicham Aboud, accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, maintient ses informations sur l'état de santé du président algérien. En une de ce quotidien algérien, des informations sur l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. Un titre qui aurait porté atteinte à la sécurité de l'État, c'est ce qu'affirme le parquet d'Alger. L'information a malgré tout été reprise par la presse algérienne ce lundi, notamment par le quotidien El Watan. Dimanche, une information judiciaire a été ouverte contre le directeur de la publication du journal, Hicham Aboud. Des poursuites notamment motivées par les propos qu'il a tenus sur notre chaîne quelques heures plus tôt. Hicham Aboud avait affirmé que d'après ses sources, le président algérien se trouvait dans un profond coma. Il avait également dénoncé la censure contre les 2 éditions de son journal. Quand le journal arrivait à l'imprimerie, le ministère de la Communication a été avisé du contenu des 2 pages qui font la une de mon journal et de Jalilati. Et donc j'ai été contacté par le ministère de la Communication pour me demander de supprimer, de retirer les 2 pages, de les remplacer par autre chose que j'ai refusé. Des accusations que le ministère de la Communication rejette en bloc. D'après l'agence nationale APS, le ministère aurait affirmé que c'est le directeur de ces publications qui aurait initialement accepté de renoncer à leur impression. Le pays reste donc dans le flou car rien n'a été confirmé officiellement sur l'état de santé du président. Les autorités algériennes se veulent rassurantes, mais l'opposition réclame, elle, l'application de l'article 88 de la Constitution. Un article qui prévoit une procédure d'empêchement en cas de maladie grave et durable du chef de l'État. En clair, le Parlement algérien se prononcerait sur les capacités d'Abdelaziz Bouteflika à diriger le pays. S'il est déclaré inapte, le président du Sénat serait alors chargé de l'intérim, le temps d'organiser la tenue d'une nouvelle élection. Revenons maintenant sur l'actualité tunisienne. Après l'interdiction de la tenue d'un meeting des djihadistes d'Ansar al-Sharia à Kérouan, des affrontements ont eu lieu. Une quinzaine de personnes ont été blessées et une personne est morte hier. Et ce matin, le Premier ministre a qualifié de terroriste le groupe salafiste qui s'est finalement réuni à État d'Amen dans la banlieue tunisienne. C'est finalement dans la banlieue de Tunis qu'ont eu lieu les affrontements avec les militants salafistes du mouvement Ansar al-Sharia. En cause, leur frustration d'avoir été interdit de congrès dans la ville de Kérouan, à 150 km de la capitale, une ville placée sous étroit contrôle policier. Les djihadistes se sont donc repliés dans une de leurs bases, la cité État d'Amen dans l'ouest de Tunis. Et à partir de la mi-journée, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre, déployées là aussi massivement. Après l'interdiction de leur congrès, certains d'entre eux ont réagi. Ça a commencé par des petits groupes de 20 ou 30. Puis ils ont été environ 400 ou 500. La plupart d'entre eux ont entre 16 et 18 ans. Les salafistes ont érigé des barricades et jeté des pierres et des cocktails Molotov. La police a répliqué avec des tirs de sommation et des gaz lacrymogènes. Elle a même déployé des blindés et des bulldozers pour dégager le terrain. Dans un premier temps, les policiers ont réussi à disperser les manifestants, mais ceux-ci se sont regroupés dans le quartier voisin d'Intilaka, où les accrochages se sont poursuivis jusqu'en fin d'après-midi. De sources officielles, un manifestant a été tué. Il serait mort des suites d'une blessure par balle. On compte aussi une quinzaine de blessés, policiers et militants salafistes.
Le gouvernement, contrôlé par le parti islamiste Ennahda, a longtemps été accusé de laxisme envers les groupuscules djihadistes. Mais il semble cette fois avoir pris la mesure du danger. Au début du mois, 16 militaires ont été blessés par des mines posées par des groupes armés à la frontière avec l'Algérie. Et samedi, le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique a exprimé son soutien à Ansar al-Sharia. Plusieurs responsables salafistes ont été arrêtés dans le pays ces derniers jours. En bref, en Guinée, la grâce présidentielle a été accordée à des détenus membres de l'opposition. Ils avaient été arrêtés lors de marches qui ont fini en affrontement avec les forces de l'ordre. Et cette décision du professeur Alpha Condé s'inscrit dans la politique de pardon et d'apaisement, ainsi que de rassemblement prôné par le gouvernement et la société civile. Amadé Ouérémy a été arrêté ce samedi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une arrestation sans heurts au terme d'une opération ayant mobilisé de nombreux soldats et gendarmes. Le milicien burkinabé qui avait élu domicile dans le parc national du Mont Péco est soupçonné de graves crimes durant la période post-électorale de 2010 à 2011. Il a été transféré hier à Abidjan. Amadé Ouérémy, mis aux arrêts le samedi 18 mai dans son fief de Bagowo, dans la périphérie du Mont Péco, à 25 km de Diokwe sur l'axe Diokwe-Kouibli. Amadé Ouérémy était à la tête d'un groupe armé qui occupait illégalement la forêt du Mont Péco où l'homme s'adonnait à la culture du café et du cacao depuis plus d'une dizaine d'années. Son arrestation a été menée par le bataillon de sécurisation de l'Ouest, BSO, déployé depuis le jeudi 16 mai aux abords de la forêt du Mont Péco. Direction Lomé, les membres du collectif Sauvons le Togo ont arpenté ce week-end les rues de la capitale togolaise. Ils protestent contre le décès d'un opposant lors de sa détention et aussi ils réclament la libération de détenus arrêtés après l'incendie de deux marchés en janvier et les femmes se sont mobilisées en grand nombre. Ils sont plusieurs milliers à arpenter les rues de Lomé. Dans le calme, les partisans du collectif Sauvons le Togo manifestent contre le décès en détention d'un membre de l'Alliance nationale pour le changement, le parti de l'opposant Jean-Pierre Fabre. Ils rejettent la thèse officielle de la mort due à une crise cardiaque. Les manifestants accusent le pouvoir d'assassinat politique. Nous venons de perdre un des nôtres, qui est M. Étienne Yakanou. M. Étienne Yakanou est président de sous-section de l'ANC et cela n'est pas acceptable. En première ligne, au cours de la manifestation de samedi, des centaines de femmes. Elles expriment vivement leur colère. Certaines veulent en découdre avec les forces de l'ordre. D'autres font un sitting devant la direction générale de la gendarmerie nationale et invoquent les dieux du culte vaudou. Elle profère des menaces précises à l'encontre des dirigeants togolais. On les envoûte. S'ils ne libèrent pas nos enfants dans les 7 jours qui viennent, leur vie sera bousillée. Ils risquent la mort, toutes les maladies, tous les malheurs du monde. D'après le collectif Sauvons le Togo, une vingtaine d'opposants seraient actuellement placés en détention préventive dans les locaux de la gendarmerie. Les autorités les accusent d'avoir brûlé les marchés de Lomé et de Kara. Des accusations rejetées par l'opposition qui appelle à de nouvelles manifestations dès mardi prochain. La liberté des femmes est au cœur de l'actualité en Afghanistan. Hier, le débat sur le droit des femmes a été interrompu par des conservateurs. La question divise. Certains parlementaires estiment que des aspects d'une loi promulguée en 2009 vont à l'encontre des principes de l'islam. Le débat aura duré plus de 2 heures dans un climat électrique. Et une fois de plus, il est reporté. En Afghanistan, la loi contre les violences faites aux femmes continue de diviser les parlementaires. Le texte interdit les mariages forcés, la violence conjugale et fixe l'âge légal de mariage à 16 ans pour les filles. De quoi susciter la fureur des ultra-conservateurs qui y voient une loi anti-islamique. Les articles qui ne sont pas conformes à la charia seront supprimés et seront soumis plus tard à la chambre basse du Parlement. Mais si ces articles anti-islamiques sont maintenus, ceux qui voteront pour seront exclus de l'islam, même si ce sont nos frères et nos sœurs.
Pourtant, cette loi existe déjà. Promulguée par le président Karzai en 2009, elle n'a jamais été entérinée par le Parlement. D'où l'urgence pour certaines députées de faire valider le texte par l'Assemblée. Le temps presse. Dans un an tout juste, un nouveau président sera élu. Si le Parlement afghan rejette cette loi, cela signifie que tous les efforts qui ont été faits pour améliorer la condition des femmes ne sont que de la poudre aux yeux et sont purement symboliques. Car des avancées, même timides, dans la condition des femmes afghanes, il y en a eu depuis la chute des talibans en 2002. Elles ont depuis le droit d'aller à l'école et de travailler, au moins en théorie, car dans les faits, elles restent largement marginalisées dans la société. Jour après jour, les violences contre les femmes augmentent, ici à Kaboul et aussi dans les campagnes. Donc, nous demandons au Parlement d'approuver cette loi. C'est donc une rude bataille parlementaire qui s'annonce entre laïcs et conservateurs. On ignore pour le moment la date du prochain débat. Un mot de littérature, on s'intéresse maintenant à la Seconde Guerre mondiale à travers les tirailleurs sénégalais, une appellation qui désigne en fait tous les soldats d'Afrique noire qui se sont battus sous le drapeau français. Il y avait donc aussi des Camerounais et c'est ce que relate le livre de Patrice Nganan, La saison des prunes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont plusieurs centaines de milliers de tirailleurs à prendre le parti de la France libre. Parmi eux, des combattants partis par wagons entiers du Cameroun, laissant parents, femmes et enfants au village. Patrice Nganan est professeur de théorie littéraire à l'Université de New York. L'auteur de La saison des prunes s'interroge sur la place de ces soldats camerounais dans l'histoire. Les prunes, c'est un des fruits les plus distinctifs de l'Afrique centrale et ça se ramasse, ça se donne gratuitement, ça se jette, ça se gaspille. Ça représente également les Camerounais qui, c'est dizaines de milliers, sinon centaines de milliers qui sont allés en 1940, libérer la France et qui n'ont même pas de nom parce qu'on les appelle tirailleurs sénégalais. La saison des prunes est un roman tragique et plein d'humour, bâti sur l'amitié entre deux personnages que logiquement tout oppose. Ruben Oumyobé, viscéralement anti-français, Louis-Marie Pouka, fervent partisan de la France coloniale. À travers eux, Patrice Nganan retrace le parcours épique des soldats camerounais. Aujourd'hui, il demande réparation. La réparation pour moi n'est pas seulement financière, n'est pas seulement une dette de sang, c'est une réparation structurelle. Donc c'est ce que vous attendez de la France par rapport au Cameroun? Oh, certainement, certainement. Le soutien, pas seulement principiel, mais effectif des Camerounais qui posent la question des droits de leurs droits sur la table. Le soutien effectif des Africains qui font de même. Parce que sinon, nos arrière-grands-parents seront morts pour rien. Dans son livre, Patrice Nganan dénonce des balbutiements du commandement français pendant la guerre contre l'Allemagne nazie. Pour lui, c'est à cause de ces balbutiements que des centaines de soldats camerounais ont été massacrés par l'armée allemande. Le virus du sida a été découvert le 20 mai 1983, soit il y a précisément 30 ans. La recherche a permis de changer la donne pour les séropositifs, dépistés précocement. Avec l'arrivée de la trithérapie, il est désormais possible de vivre plus longtemps. Mais des efforts sont toujours à faire. La maladie continue d'ôter la vie à environ 2 millions de personnes chaque année, car il n'existe toujours pas de vaccin. Fred a 45 ans, un âge qu'il n'aurait jamais pensé atteindre. En 1986, il contracte le VIH à la suite d'un rapport sexuel. 9 ans plus tard, le sida se déclare et provoque chez Fred un cancer des os. Mais l'arrivée de la trithérapie le sauve comme des milliers d'autres. Un espoir est alors possible. J'ai vécu pendant 10 ans, 12 ans, avec une maladie en me disant peut-être que dans un mois ou dans 2 mois, je serai mort. C'est-à-dire qu'on n'a même pas nous-mêmes anticipé notre futur. Moi, je me suis jamais vu vieux. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. C'est à l'Institut Pasteur que le virus du sida est identifié en 1983. Le professeur français Barré Sinoussi fait alors partie de l'équipe de recherche qui découvre le VIH. Il y avait urgence en termes de santé publique, puisque si le virus était responsable, on savait qu'il était transmis par le sang et dérivés sanguins. Donc il fallait rapidement mettre en place un test de diagnostic pour éviter les infections par le sang et la transmission par les dérivés sanguins. Donc ça a été une course contre la montre. Les progrès de la science sur cette maladie ont été rapides et le dépistage peut maintenant se faire en 30 minutes seulement.
Mais en France, 1 personne sur 5 ignore sa séropositivité. Et malgré les avancées, on ne sait toujours pas guérir complètement du sida. Un vaccin expérimental devrait être testé en Afrique du Sud d'ici l'année prochaine. On termine avec du sport. Les rideaux sont tombés sur la 21e édition du tournoi de la solidarité ce dimanche au stade du 26 mars de Bamako. Après 3 jours de compétition, le Mali s'est classé premier avec 403 points, suivi du Burkina Faso, 317 points. Le Togo, lui, s'est classé 3e avec 230 points et le Niger a terminé 4e sur 4. À la fin du tournoi, nos reporters Yacouba Dansoko et Daouda Doumbia ont recueilli les propos du ministre malien de la jeunesse et des sports que nous écoutons. Que le Mali est détenteur de ce championnat et aujourd'hui encore les athlètes maliens ont défendu vaillamment leur première place. Donc je voudrais profiter de votre micro pour les féliciter et leur dire que tout le peuple malien est fier du résultat qu'ils ont réalisé. Je voudrais également féliciter la Fédération malienne d'athlétisme qui a organisé parfaitement ce tournoi. Comme je le disais à vos confrères, il n'était pas acquis dans le contexte que nous vivons, il n'était pas acquis que l'on puisse l'abriter. Mais nous l'avons abrité, nous l'avons organisé de manière formidable. Voilà pour Afrique Midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour Afrique Soir. Et quant à moi, je vous dis à demain pour Afrique Midi à 12h. Bonne suite de programmes sur Africable.